Mon frère s'est vanté au repas de Pâques, tout le monde n'est pas fait pour une vraie carrière dans la tech. Ma grand-mère s'est tournée vers moi et a demandé, c'est pour ça que ton entreprise vient de racheter la sienne? On aurait pu entendre une mouche voler. Au repas de Pâques, mon frère s'est vanté devant toute la famille, tout le monde n'est pas fait pour une vraie carrière dans la tech. Un silence s'est installé, son regard suffisant balayant la table avant de s'arrêter sur moi. C'était sa façon de me rappeler ma place, celle de la petite sœur qui bricolait, dans son coin. Mais le silence a été brisé par la voix douce de ma grand-mère. Se tournant vers moi, elle a demandé innocemment, c'est pour ça que ton entreprise vient de racheter la sienne? On aurait pu entendre une mouche voler. Ce moment, cette question, a été l'explosion qui a fait voler en éclats des décennies de secrets, de rivalité et de mépris silencieux. Avant de vous raconter comment nous en sommes arrivés là, à ce dîner qui a tout changé, j'aimerais prendre une seconde pour vous saluer. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez en ce moment. Je suis toujours curieuse de savoir jusqu'où mes histoires voyagent. Quelle heure est-il chez vous? Installez-vous confortablement, car vous n'allez pas vouloir en manquer une miette. Je m'appelle Amandine, j'ai 32 ans. Et pendant les 30 premières années de ma vie, j'ai vécu dans l'ombre. Pas n'importe quelle ombre. L'ombre d'un chêne immense, robuste, celui que tout le monde admire, mon frère, Bastien. Dans notre famille, à Lyon, la technologie n'était pas un métier, c'était une religion. Mes parents, Sylvie et Pascal, tous deux ingénieurs de la vieille école, voyaient en Bastien le Messie. Dès son plus jeune âge, il parlait le langage des ordinateurs comme si c'était sa langue maternelle. Il était le génie, le prodige, celui dont les réussites étaient célébrées comme des victoires nationales à chaque repas de famille. Et moi? J'étais différente. J'aimais la technologie, mais pas pour la pureté de son code. Je l'aimais pour ce qu'elle pouvait faire pour les gens, pour les ponts qu'elle pouvait créer entre un problème humain et sa solution. Mais dans notre famille, construire des ponts était bien moins impressionnant que de bâtir des forteresses de code impénétrables. Je me souviens encore, comme si c'était hier, de mes 15 ans. J'avais passé un mois entier, toutes mes soirées, à apprendre les bases du HTML pour créer un site web pour le club d'histoire de mon lycée. C'était simple, un peu maladroit, mais c'était le mien. Je l'ai montré à mes parents, le cœur battant d'une fierté timide. Mon père a regardé l'écran, un sourcil levé. « C'est mignon, ma chérie », a-t-il dit avec une tape condescendante sur mon épaule. Mais Bastien vient de coder un algorithme de tri à ton âge. Bastien, qui se tenait dans l'encadrement de la porte, a laissé échapper un petit rire suffisant. Ce n'était même pas méchant de sa part. C'était juste un fait. Dans son monde, et donc dans celui de mes parents, mon site web coloré et le sien, un programme complexe et invisible, n'évoluait pas sur la même planète. Cette simple phrase a creusé un sillon en moi. Une blessure invisible qui a façonné des années de doute. Suis-je moins intelligente? Moins capable? Mon esprit est-il tout simplement pas fait pour ça? La seule qui semblait voir au-delà des lignes de code était ma grand-mère, Geneviève. Elle vivait dans une charmante maison à Villeurbanne, un havre de paix où l'on ne parlait pas de performance des processeurs, mais de la saveur de sa tarte aux pralines. Quand je lui ai montré mon site, elle n'a pas demandé quel langage j'avais utilisé. Elle a demandé, et alors, qu'est-ce que les gens ressentent quand ils le visitent? Est-ce que ça leur donne envie d'en savoir plus sur l'histoire? Elle était la seule à comprendre que la technologie n'était pas la fin, mais le moyen. Il y a ceux qui fabriquent les briques, et ceux qui construisent les maisons, mon trésor, me disait-elle souvent. Le monde a besoin des deux. Ces paroles étaient un baume, mais l'ombre du chêne était vaste. À chaque réunion de famille, les réussites de Bastien étaient le plat principal. Ses concours de programmation, ses notes parfaites en mathématiques, ses stages prestigieux. Mes propres succès, un premier prix dans un concours d'éloquence, un projet de business plan primé au lycée étaient relégués au rang d'amuse-bouche, accueillis par un « c'est bien », ma puce, distrait. J'ai souri poliment à mon père le jour de la présentation de mon site web, mais à l'intérieur, une graine venait d'être plantée. Pas une graine de haine, non, ce serait trop simple. Mais une graine de détermination silencieuse. Une promesse que je me suis faite à moi-même, sans un mot. Je leur prouverai à tous qu'il y avait plus d'une façon de construire l'avenir.
Le fossé entre Bastien et moi s'est officialisé au moment des études supérieures. Sans surprise, il a été accepté avec les honneurs à l'école polytechnique, la voie royale pour les esprits comme le sien. La fierté de mes parents était palpable, presque assourdissante. La fête qu'ils ont organisée pour son départ ressemblait plus à une célébration de la Légion d'honneur qu'à un simple au revoir. De mon côté, j'ai fait un choix qui, à leurs yeux, était l'équivalent d'une déclaration de renoncement. J'ai intégré HEC Paris, une grande école de commerce, en choisissant une spécialisation en management de l'innovation et en entrepreneuriat technologique. Pour moi, c'était une évidence. C'était le carrefour parfait entre ma passion pour la technologie et ma fascination pour son application dans le monde réel. Pour mes parents, c'était un chemin de traverse, une voie de garage doré. Le commerce, c'est pratique, a commenté ma mère, avec une intonation qui voulait dire « c'est pour ceux qui ne peuvent pas faire de la vraie science ». Loin de l'ombre de Bastien, j'ai éclos. J'ai découvert que ma vision humaniste de la technologie n'était pas une faiblesse, mais une force. On ne nous apprenait pas seulement à comprendre la technologie, mais à la questionner, à la modeler, à la mettre au service d'un besoin. J'ai appris le langage des marchés, des utilisateurs, de la stratégie. J'ai appris à construire des ponts. Après nos études, nos chemins ont logiquement divergé. Bastien a été débauché par Innovatech, une grosse boîte de logiciels d'entreprise à Lyon, avec un salaire qui a fait pleurer de joie ma mère. Il est devenu l'archétype du jeune loup de la tech, avec un appartement design dans le quartier de la Confluence et une confiance en lui aussi solide que ses algorithmes. J'ai aussi déménagé à Lyon, une ville que j'aimais pour son dynamisme, et j'ai trouvé un poste de chef de produit dans une entreprise technologique de taille moyenne. C'était le rôle parfait pour moi, être la traductrice, l'interprète entre le génie brut des développeurs et les besoins concrets, souvent confus, des clients. Le clash était inévitable. Il a eu lieu un dimanche midi, lors d'un de ces déjeuners familiaux où la tension est au menu. Ma mère a demandé, avec une fausse neutralité, comment se passaient nos nouvelles vies. Bastien a détaillé ses projets avec un jargon technique volontairement opaque, avant de se tourner vers moi. Et toi, Amandine ? Alors, chef de produit ? Il a marqué une pause, savourant son effet. Ah oui. C'est là où on met les gens qui aiment la tech mais qui ne savent pas coder, c'est ça ? Le coup était direct, précis. J'ai senti le rouge me monter aux joues. J'ai essayé de me défendre. Mon travail, c'est d'être le pont entre les besoins des gens et le code. Il m'a coupé, avec un geste de la main qui balayait mon existence professionnelle. Les ponts, c'est pour ceux qui ne savent pas construire de gratte-ciel. Un silence glacial s'est abattu sur la table. Mes parents n'ont rien dit. Leur silence était un consentement. À leurs yeux, il avait raison. Bastien construisait des tours qui touchaient le ciel, et moi, je dessinais de modestes passerelles. Cette nuit-là, en rentrant dans mon petit appartement lyonnais, j'ai regardé la ville illuminée par la fenêtre. La basilique de Fourvière veillait sur la ville endormie. Je n'avais pas besoin de construire des gratte-ciel. Je construirais un réseau de ponts si solide, si indispensable, qu'il changerait tout le paysage. Et personne ne le verrait venir. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il a commencé par une étincelle, une rencontre fortuite qui a tout changé. C'était lors d'un événement Women in Tech à Lyon, l'un de ces rassemblements professionnels où l'on échange des cartes de visite et des platitudes. J'étais là, un peu par obligation, écoutant d'une oreille distraite un discours sur l'intelligence artificielle. Et puis, pendant la pause café, j'ai engagé la conversation avec une femme qui semblait aussi peu à sa place que moi. Elle s'appelait Manon. C'était une développeuse brillante, avec des yeux qui pétillaient d'intelligence et une frustration à peine voilée. En quelques minutes, nous avons découvert que nous partagions le même combat. Elle était exaspérée par les logiciels d'entreprise conçus par des ingénieurs pour des ingénieurs, des usines à gaz techniques qui oubliaient une chose essentielle, l'humain qui devait les utiliser. On construit des Formule 1, m'a-t-elle dit en touillant son café, alors que les gens ont juste besoin d'une voiture fiable pour aller faire leurs courses. Cette phrase a résonné en moi. C'était ma philosophie, mon combat, résumé en une métaphore parfaite. Ce soir-là, nous n'avons pas échangé de platitudes. Nous avons échangé des idées. Nous avons passé des heures dans un café du Vieux-Lyon,
dessinant des schémas sur des serviettes en papier, construisant les fondations de ce qui allait devenir notre obsession. Synergie Vive est née comme ça, dans le secret. Pendant plus d'1 an, nous avons mené une double vie. Le jour, nous étions des employés modèles dans nos entreprises respectives. La nuit et les week-ends, nous étions des entrepreneurs clandestines. Mon petit appartement s'est transformé en quartier général. Des post-it recouvraient mes murs, mon salon était jonché de livres sur le business et de tasses de café froides. C'était épuisant, exaltant. Nous n'étions pas seulement en train de bâtir un plan d'affaires, nous construisions une amitié solide, forgée dans le respect mutuel de nos compétences si différentes et pourtant si complémentaires. Puis est venu le moment de vérité, la recherche de financement. Nous avons essuyé des dizaines de refus. Des hommes en costume qui nous expliquaient, avec une patience condescendante, que le marché était déjà saturé. Que notre approche, centrée sur l'humain, était une niche sympathique, mais pas rentable. Mais nous y croyions. À chaque porte qui se fermait, notre détermination se renforçait. Et un jour, une porte s'est ouverte. Un petit fonds d'investissement, dirigé par une femme qui avait connu les mêmes frustrations que nous, a vu la lumière. Elle n'a pas vu de femme avec une idée mignonne. Elle a vu une solution à un problème de plusieurs milliards d'euros. 2 semaines plus tard, nous avions 500 000 euros sur un compte en banque au nom de notre société fraîchement créée. La décision la plus difficile de ma vie a suivi. J'ai démissionné. Quand je l'ai annoncé à mes parents, ce fut comme si j'avais déclaré vouloir rejoindre un cirque. Ma mère a pleuré. Pas de joie, mais de peur. Mon père, lui, est resté stoïque, son silence plus lourd de reproches que n'importe quel cri. J'espère que tu sais ce que tu fais, a-t-il simplement dit. Bastien, informé par un appel de ma mère, m'a envoyé un simple texto. Statistiquement, tu as 90% de chances d'échouer. Bonne chance. Il pensait que je sautais d'une falaise sans parachute. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'étaient les ailes que Manon et moi avions mis des mois à construire en secret. Le vrai test, cependant, n'était pas de savoir si nous pouvions voler, mais si nous pouvions survivre à la tentative de sabotage qui nous attendait. Les 6 premiers mois de Synergie Vive ont été un tourbillon. Nous avons loué un petit bureau modeste près de la Saône, loin des tours de verre du quartier des affaires de la Pardieu. Nous étions une petite équipe de 4, animée par une énergie folle et des nuits très courtes. Notre produit prenait forme, et il était élégant, intuitif, exactement comme nous l'avions rêvé. Mais un bon produit ne suffit pas. Il nous fallait un client. Un gros client, une référence qui pourrait valider notre vision et ouvrir d'autres portes. Et nous l'avons trouvé. Ou plutôt, nous pensions l'avoir trouvé. Monsieur Allard était le PDG d'une grande entreprise de logistique lyonnaise, un de ces empires familiaux respectés. C'était un homme de la vieille école, pragmatique, mais frustré par l'inefficacité de ses systèmes informatiques. Nous avons obtenu un rendez-vous. C'était notre chance. La présentation a été parfaite. Manon a fait une démonstration technique impeccable, et j'ai expliqué comment notre solution allait non seulement faire gagner de l'argent à son entreprise, mais aussi améliorer le quotidien de ses salariés. J'ai vu l'étincelle dans les yeux de Monsieur Allard. Il a compris. À la fin de la réunion, il nous a serré la main chaleureusement. Mes équipes vont étudier les détails, a-t-il dit, mais je suis très impressionné, mesdames. Très impressionné. Nous sommes sortis de là sur un nuage. C'était fait. Nous allions signer le contrat qui allait changer notre vie. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email anodin d'une amie commune, une ancienne camarade d'école de commerce. Salut Amandine. Figure-toi que j'ai vu ton frère Bastien l'autre soir à un dîner du club des entrepreneurs. Il discutait très longuement avec un certain monsieur Allard, de la logistique. Le monde est petit. Mon sang s'est glacé. Une coïncidence ? C'était possible. Mais une boule d'angoisse a commencé à se former dans mon estomac. Pourquoi Bastien parlerait-il si longuement à notre client potentiel le plus important ? Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que la pression me jouait des tours. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Allard. Sa voix, autrefois si chaleureuse, était devenue distante, professionnelle. Amandine, a-t-il commencé sans préambule. Après mûre réflexion,
mon conseil d'administration et moi-même avons décidé de ne pas aller plus loin. Nous craignons que votre technologie, bien que prometteuse, soit encore un peu immature pour une structure comme la nôtre. Nous ne sommes pas prêts à prendre ce risque. Le risque? L'immaturité. Ces mots n'étaient pas les siens. C'étaient les mots de Bastien. Je n'avais aucune preuve, juste une certitude écrasante, une nausée qui me montait à la gorge. Il l'avait fait. Il avait découvert notre projet, et il avait utilisé son nom, sa réputation de « génie » de la tech, pour instiller le doute. Il avait planté une graine de peur dans l'esprit de notre client, et cette graine avait suffi à tout détruire. À ce moment précis, j'étais brisé. J'avais envie de tout abandonner, de pleurer, de hurler. Je me suis tourné vers vous qui m'écoutez. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous confronté votre frère? Auriez-vous abandonné le projet de votre vie à cause d'une trahison? Dites-le-moi honnêtement dans les commentaires. J'ai besoin de savoir. Ce n'était plus de la rivalité fraternelle. C'était une déclaration de guerre. Il n'avait pas seulement essayé de couler mon entreprise, il avait essayé de briser mon esprit. Et à ce moment-là, j'ai failli le laisser gagner. J'ai passé les 48 heures suivantes dans un brouillard de désespoir. Le visage de Manon, décomposé, reflétait le mien. Nous avions tout misé sur ce contrat. Sans lui, notre trésorerie ne nous permettrait de tenir que quelques mois, tout au plus. L'échec, celui que mon frère m'avait prédit avec tant de suffisance, semblait inéluctable. Je revoyais son texto, 90% de chances d'échouer, et la haine, une émotion que je m'étais toujours interdite, commençait à poindre. Je ne savais pas vers qui me tourner. Mes parents? Ils me diraient, avec une tristesse feinte, on te l'avait bien dit. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai conduit jusqu'à Villeurbanne, jusqu'à la petite maison de ma grand-mère. Je n'avais pas l'intention de tout lui raconter. Je voulais juste m'asseoir dans sa cuisine qui sentait la cire d'abeille et le romarin, et peut-être pleurer un peu sans être jugée. Mais Geneviève avait un 6e sens. Elle m'a servi une tasse de verveine, s'est assise en face de moi à sa table en bois ciré, et a attendu. Et tout est sorti. Les mots se sont déversés, un torrent de frustration, de douleur et de trahison. J'ai tout raconté, l'espoir, la présentation, l'email de mon ami, l'appel de Monsieur Allard, la certitude écrasante que Bastien était derrière tout ça. Quand j'ai eu fini, le silence s'est installé, seulement troublé par le tic-tac de sa vieille horloge comtoise. Je m'attendais à des paroles de réconfort, des « ça va aller », ma chérie, ou des condamnations de Bastien. Mais ma grand-mère n'a rien dit de tout ça. Elle s'est levée, a traversé le couloir jusqu'à son petit bureau, et est revenue avec son chéquier. Mon cœur s'est serré. Non, grand-mère, je ne suis pas venue pour ça. Chut, a-t-elle dit doucement, en s'asseyant et en commençant à écrire. Elle a rempli le chèque avec une application méticuleuse, l'a signé d'une main encore ferme, et l'a fait glisser sur la table vers moi. Le montant était de 25 000 €. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je ne peux pas accepter. Son regard, habituellement si doux, est devenu perçant, plein d'une force que je lui connaissais peu. Ce n'est pas de la charité, Amandine. C'est un investissement. L'argent est un outil, rien de plus. Mais la confiance, c'est le fondement. Et je n'investis pas dans Synergie Vive. J'investis en toi. Je l'ai toujours fait, et je le ferai toujours. Elle a posé sa main ridée sur la mienne. Il a essayé de t'éteindre. Ne lui donne pas cette satisfaction. Prends cet argent, et va leur montrer à tous la lumière que je vois en toi depuis que tu es né. Ce chèque représentait bien plus qu'une somme d'argent. C'était une perfusion de courage, une transfusion de confiance. C'était ma grand-mère qui me disait, « Je te vois. Je crois en toi, même quand tu ne crois plus en toi-même. » Cet argent n'a pas seulement payé nos factures pour les mois suivants. Il a réparé quelque chose de profondément brisé en moi. La trahison de mon frère avait laissé un vide béant, la foi inébranlable de ma grand-mère l'a rempli. Et avec cette nouvelle force, cette rage de vaincre nourrie par l'amour, nous étions prêtes à nous battre à nouveau. L'échec avec Monsieur Allard nous a servi de leçon. Une leçon brutale mais nécessaire. Nous avons changé de stratégie.
Fini de courir après les gros poissons, les entreprises établies pleines d'inertie et de préjugés. Nous avons décidé de nous concentrer sur les piranhas, les jeunes entreprises, les start-ups agiles et innovantes qui, comme nous, avaient tout approuvé. Notre premier vrai client fut une société de biotechnologie. Ils n'avaient pas de « conseil d'administration » craintif. Ils avaient des scientifiques qui perdaient un temps précieux à cause de logiciels inefficaces. Ils ont compris notre proposition de valeur en moins de 30 minutes. Ce premier contrat était modeste, mais il a été notre bouée de sauvetage. Et plus important encore, il est devenu notre meilleure étude de cas. Les témoignages enthousiastes de ce premier client nous ont ouvert les portes d'un deuxième, puis d'un troisième. Les 3 années qui ont suivi ont été un flou de travail acharné. Synergie Vive a connu une croissance exponentielle, une croissance silencieuse, loin des radars de la presse grand public, et surtout, loin des radars de ma famille. Nous sommes passés de 4 à 25 employés, puis à 80, puis à plus de 120. Nous avons quitté notre petit bureau au bord de la Saône pour un plateau entier dans une tour de verre flambant neuve, en plein cœur du quartier des affaires de la Pardieu. Par une ironie délicieuse, nos fenêtres donnaient presque sur celles du siège d'Innovatech, l'entreprise de mon frère. À chaque repas de famille, le même rituel. Alors, Amandine, cette petite affaire, demandait mon père. Et je répondais, avec un sourire vague, ça se passe bien, on grandit tranquillement. Je ne mentais pas, mais j'omettais les détails, les levées de fonds successives qui avaient valorisé notre entreprise à plusieurs dizaines, puis centaines de millions d'euros, les articles élogieux dans la presse spécialisée, les prix d'innovation que nous commencions à collectionner. C'était mon jardin secret, mon succès protégé du jugement et de la comparaison. Pendant ce temps, des échos inquiétants me parvenaient d'Innovatech. Des amis dans le milieu me racontaient que l'entreprise, autrefois un fleuron de la tech lyonnaise, perdait du terrain. Leur technologie de base, leur « forteresse de code », était devenue une prison dorée, trop rigide pour s'adapter aux nouvelles réalités du marché. Ils perdaient des clients. Le moral était en berne. Bastien, dans ses monologues du dimanche, ne parlait plus de conquête, mais de restructuration et de rationalisation. Il se présentait toujours comme le sauveur, mais je pouvais lire l'inquiétude derrière son arrogance habituelle. Le point de bascule est arrivé lors d'une réunion de notre conseil d'administration. Notre directeur financier présentait une stratégie de croissance agressive pour l'année à venir, basée sur des acquisitions ciblées. Une liste de 5 entreprises potentielles est apparue à l'écran. Leur logo s'affichait, et mon cœur a manqué un battement. En 4e position, il y avait le logo d'Innovatech. Ils sont en difficulté, a expliqué notre DAF, ignorant tout de ma connexion personnelle. Leur capitalisation a chuté, mais ils ont une brique technologique intéressante en matière d'automatisation. On pourrait les racheter pour un prix raisonnable et intégrer leurs équipes et leur portefeuille client. Je suis restée silencieuse pendant une seconde, le souffle coupé. Racheter l'entreprise de mon frère. Le théâtre de ses triomphes, le symbole de sa supériorité. J'ai alors pris la parole, d'une voix que je voulais neutre. Je dois vous informer d'un conflit d'intérêts potentiel. Mon frère, Bastien, est le vice-président de l'ingénierie chez Innovatech. Notre investisseur principal m'a regardé droit dans les yeux. Est-ce que ça va poser un problème, Amandine ? J'ai soutenu son regard. Ceci est une décision d'affaires, pas une affaire personnelle. J'ai regardé le nom Innovatech sur l'écran de présentation. C'était plus qu'une opportunité commerciale. C'était le destin qui frappait à la porte avec un sens de l'humour incroyablement ironique. Et je m'apprêtais à lui ouvrir. La semaine précédant Pâques a été l'une des plus intenses de ma vie. Les journées étaient remplies de réunions confidentielles avec les avocats et les banquiers d'affaires pour finaliser l'offre d'acquisition. Les nuits étaient courtes, mon esprit tourbillonnant entre les chiffres, les stratégies, et l'image inévitable du visage de Bastien quand il apprendrait la nouvelle. Je n'ai rien dit à personne, sauf à Manon, bien sûr, et à ma grand-mère. Je l'ai appelée un soir. « Grand-mère, ton investissement risque de devenir très intéressant, lui ai-je dit. » Quand je lui ai expliqué, elle a juste laissé échapper un petit rire. « Oh, ma chérie. Le gigot d'agneau de cette année promet d'être savoureux. » Le dimanche de Pâques est arrivé, baigné d'un soleil printanier typiquement lyonnais.
J'ai conduit jusqu'à Villeurbanne, le ventre noué. La maison de Geneviève était remplie de l'odeur familière du rôti et du brouhaha des cousins et cousines. Tout était comme d'habitude. Et c'est justement cette normalité qui rendait la situation si surréaliste. Bastien est arrivé en dernier, comme toujours, pour marquer son entrée. Il était accompagné de sa nouvelle petite amie, Léa, une jeune femme élégante et visiblement intelligente. Il l'a présentée à tout le monde, en n'oubliant pas de mentionner qu'elle était docteure en informatique. Puis il m'a vu. Ah, et voici ma petite sœur, Amandine. Elle a sa petite start-up, un truc sympathique. Le repas s'est déroulé selon le scénario habituel. Bastien a monopolisé la conversation. Il était intarissable. Il venait d'être promu vice-président de l'ingénierie. Il a raconté avec force détail comment il était en train de révolutionner l'architecture logicielle d'Innovatech, comment il sauvait l'entreprise de la vision à court terme de ses prédécesseurs. Il parlait, et la famille buvait ses paroles. Mon père hochait la tête avec admiration, ma mère le couvait du regard. J'écoutais en silence, mangeant mes flageolets. Chaque mot qu'il prononçait était un mensonge par omission. Il ne parlait pas des clients perdus, des projets annulés, de la chute du cours de l'action. Il était le capitaine d'un navire qui prenait l'eau, mais sur le pont, il décrivait à qui voulait l'entendre la beauté de l'océan. Le moment est venu au dessert, la fameuse tarte aux pralines de grand-mère. Galvanisé par son propre discours et peut-être un verre de vin de trop, Bastien a posé sa fourchette et a balayé l'assemblée d'un regard professoral. Vous savez, a-t-il commencé, le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde pense pouvoir travailler dans la tech. On lance une petite application, on fait un petit site web, et on se dit entrepreneur. Son regard a glissé une fraction de seconde vers moi. Mais la tech, la vraie, celle qui fait tourner le monde, les systèmes complexes, l'architecture d'entreprise, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut une certaine mentalité. Une rigueur que tout le monde n'a pas. Un silence s'est installé. La pique était claire, directe. Personne n'a bougé. C'était le coup de grâce, le point final de sa démonstration de supériorité. C'est alors que ma grand-mère, qui n'avait presque rien dit du repas, a délicatement posé sa tasse. Elle s'est tournée vers moi, son visage une image d'innocence parfaite. C'est intéressant ce que tu dis, mon garçon, a-t-elle commencé, avant de me regarder avec ses yeux pétillants de malice. Dis-moi, Amandine, ma chérie. C'est pour ça que ton entreprise vient de racheter la sienne ? Le silence qui est tombé sur la table était si lourd, si total, qu'on aurait pu le couper au couteau. Le visage de Bastien est passé de l'arrogance triomphante à l'incrédulité la plus totale. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette. Tous les regards se sont tournés vers moi, attendant que je nie, que je dise que ma grand-mère était confuse, qu'elle avait mal compris. Mais ils n'allaient pas obtenir ce qu'ils attendaient. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays ? Le temps semblait s'être suspendu. La fourchette de Bastien était figée à mi-chemin de sa bouche. Ma mère tenait son verre d'eau, incapable de le poser ou de le boire. Les visages de mes oncles, tantes et cousins étaient un mélange de confusion et de stupeur. Tous les regards étaient braqués sur moi. J'ai pris une lente inspiration. J'ai délicatement posé ma serviette à côté de mon assiette. J'ai levé les yeux et j'ai regardé mon frère, droit dans les siens. L'annonce officielle est pour lundi matin, ai-je dit d'une voix calme, posée, qui contrastait violemment avec le chaos qui venait de se déchaîner. Je comptais vous le dire en privé, bien sûr. Le timing était un peu compliqué. La confirmation a agi comme un détonateur. Quoi ? A balbutié Bastien, son visage passant du blanc au rouge en quelques secondes. Mais, c'est impossible. Innovatech, notre valeur, ta petite boîte ne pourrait jamais. Synergie Vive a clôturé son dernier tour de financement le mois dernier, ai-je continué sur le même ton factuel, comme si je présentais un rapport trimestriel. L'entreprise est désormais valorisée à un peu plus d'un demi-milliard d'euros. L'acquisition d'Innovatech fait partie de notre stratégie d'expansion. Un demi-milliard, a répété mon père, sa voix un murmure étranglé.
Bastien s'est levé d'un coup, sa chaise raclant bruyamment le parquet. Tu mens, a-t-il crié, sa voix montant dans les aigus. C'est une blague. Une horrible blague. Tu pourras lire le communiqué de presse lundi, ai-je répondu, sans ciller. Soudain, ma cousine Jessica, incapable de se retenir, a éclaté d'un rire nerveux qu'elle a aussitôt étouffé derrière sa main. C'était la seule note de légèreté dans une atmosphère de drame absolu. Bastien s'est tourné, furieux, vers ma grand-mère. Tu savais? C'est toi qui as manigancé ça. Geneviève a pris une bouchée de sa tarte, l'air parfaitement serein. J'ai simplement fait un petit investissement il y a quelques années, a-t-elle admis. Amandine a toujours eu le sens des affaires. Tu as investi dans son entreprise, mais pas dans la mienne? La voix de Bastien s'est brisée, un mélange d'indignation et de blessure d'enfant. Tu ne me l'as jamais demandé, a rétorqué ma grand-mère avec une logique implacable. C'en était trop pour lui. J'ai besoin de prendre l'air, a-t-il marmonné, avant de tourner les talons et de sortir de la salle à manger, claquant la porte d'entrée derrière lui. Léa, sa petite amie, était mortifiée. Elle nous a regardés, les joues en feu. Je suis vraiment désolée. Il est très fier, et... Ne vous inquiétez pas, ma petite, l'a rassurée Geneviève. Les repas de famille sont toujours compliqués. Dès que la porte s'est refermée, le barrage a cédé. Tout le monde s'est mis à parler en même temps. Les questions fusaient. Comment? Pourquoi je n'avais rien dit? Est-ce que Bastien allait perdre son travail? Un demi-milliard? J'ai répondu patiemment, mais mes pensées étaient ailleurs. J'ai fini par m'excuser et je suis sortie sur le perron. Il était là, assis sur la vieille balancelle, le dos voûté, fixant le vide. Je me suis assise à côté de lui. Le silence était lourd. Tu as fait ça pour m'humilier, a-t-il finalement dit, sa voix blanche. Non, ai-je répondu doucement. J'ai fait ça parce que c'était une bonne décision commerciale. La porte s'est ouverte. C'était Léa. Elle nous a regardés, puis a dit d'une voix claire, Bastien, j'ai essayé de te parler de Synergie Vive il y a des mois. Je t'ai dit que leur plateforme était révolutionnaire, que vous devriez vous en inspirer. Tu n'as même pas voulu regarder. Il n'était pas seulement confronté à mon succès. Il était confronté au fait que le monde qu'il pensait comprendre parfaitement était bien plus complexe, et que sa propre petite sœur en était devenue une actrice majeure, juste sous son nez. La semaine qui a suivi ce Pâques mémorable a été un tourbillon. Le lundi matin, comme prévu, le communiqué de presse a été publié. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le petit monde de la tech lyonnaise. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes, des confrères, et bien sûr, des membres de ma famille qui, après avoir googlé « Synergie Vive », semblaient découvrir une nouvelle dimension de la réalité. Mais l'appel que j'attendais et redoutais le plus est venu le mercredi. C'était ma mère. Sa voix était hésitante. « Amandine, ton père et moi, nous aimerions visiter tes bureaux. Si ça ne te dérange pas. » Le vendredi après-midi, ils sont arrivés. Je les ai accueillis dans notre lobby spacieux et lumineux. J'ai vu le choc dans leurs yeux. Je crois qu'ils s'attendaient à trouver une sorte de garage amélioré, avec quelques jeunes en t-shirt. Au lieu de ça, ils ont vu plus d'une centaine d'employés affairés, une ruche bourdonnante d'activités dans des bureaux modernes surplombant la ville. Je leur ai fait faire le tour. Je leur ai présenté Manon, puis Coralie, notre nouvelle et brillante directrice de la technologie. J'ai expliqué nos différents départements, notre stratégie, notre culture d'entreprise. Ils n'ont presque pas posé de questions, se contentant d'observer, l'air de plus en plus accablé. Le moment le plus intense a eu lieu dans le couloir principal, que nous appelions le mur de la fierté. Nous y avions encadré tous nos articles de presse, nos récompenses, les photos des grandes étapes de l'entreprise. Ma mère s'est arrêtée devant le tout premier article, celui d'un magazine spécialisé qui nous avait qualifiés de « start-up à suivre » 2 ans plus tôt. Elle a lentement tracé le contour du cadre avec son doigt. « Pourquoi » a-t-elle murmuré, sa voix brisée. « Pourquoi tu ne nous as jamais rien dit de tout ça, Amandine ?» Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Toutes ces années, nous pensions que Bastien était celui qui réussissait, et que toi, tu jouais à la marchande. Elle s'est tournée vers moi,
le visage ravagé par le regret. Pardonne-nous. Nous avons été si injustes, si aveugles. Mon père se tenait à côté d'elle, inhabituellement silencieux. Il regardait les photos, les trophées, les preuves tangibles d'un succès qu'il n'avait jamais soupçonné. Je ne comprends pas pourquoi tu nous as caché ça, a-t-il finalement dit, sa voix rauque. Nous aurions été si fiers. C'était la question cruciale. Et pour la première fois, j'avais la force de leur donner la vraie réponse. Est-ce que vous auriez été fiers, ai-je demandé doucement. Ou est-ce que vous auriez comparé chaque étape à ce que Bastien faisait? Est-ce que vous m'auriez expliqué pourquoi sa contribution était plus réelle, plus technique? J'avais besoin de le faire à ma façon. Sans être constamment mesuré, évalué, comparé à lui. J'ai ajouté, ma voix se faisant plus douce. Et pour être honnête, j'avais peur. Peur d'échouer et de devoir affronter on te l'avait bien dit. Le silence était plus sûr. Cette confession a semblé les frapper encore plus fort que le reste. Ils ont compris que leur manque de foi avait érigé un mur entre nous. Mon père a hoché lentement la tête. Il a levé les yeux de nos récompenses pour me regarder, moi. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il me voyait vraiment. Je crois que je comprends, maintenant, a-t-il dit. Et pour ce que ça vaut, je suis incroyablement fier de toi. Pas en comparaison de ton frère. Pas en comparaison de qui que ce soit. Juste, fier de toi. Les murs entre mes parents et moi, construits pendant des décennies de malentendus, venaient de s'effondrer. Mais le plus grand mur restait à abattre, celui qui se dressait entre mon frère et son propre ego. Contre toute attente, Bastien n'a pas démissionné. Après une semaine de silence radio, il m'a envoyé un email laconique pour m'informer qu'il acceptait de rester pour assurer la transition. Je savais que c'était sa fierté qui parlait, il ne pouvait pas supporter l'idée de fuir. Il a donc accepté le poste que nous lui proposions, directeur technique de la division automatisation, issu de la technologie d'Innovatech. Il était désormais un de mes cadres supérieurs. Les premières semaines ont été d'une tension extrême. En réunion, il était rigide, presque hostile. Il ne s'adressait jamais directement à moi, préférant passer par d'autres directeurs. Il contestait les moindres détails, non pas sur le fond, mais pour affirmer son existence, pour prouver qu'il était toujours le plus intelligent dans la pièce. Je l'ai laissé faire, sachant qu'une confrontation directe serait contre-productive. Il fallait que la réalité du terrain se charge de son éducation. Et cette réalité est arrivée, plus vite que je ne l'aurais cru. Son nom était Coralie, ma directrice de la technologie. Nous avions une réunion stratégique cruciale sur l'intégration des systèmes d'Innovatech dans notre plateforme Synergie Vive. C'était un défi technique majeur. La salle de conférence principale était pleine, les architectes logiciels, les chefs de produits, Manon, Coralie, Bastien et moi. Coralie présentait sa feuille de route, une approche élégante et progressive. Bastien l'écoutait, les bras croisés, le visage fermé. Quand elle a eu terminé, il a pris la parole sans même attendre qu'on la lui donne. Avec tout le respect que je vous dois, Coralie, a-t-il commencé, son ton dégoulinant de condescendance, il est évident que vous ne comprenez pas la complexité de notre architecture legacy. Ce que vous proposez est une simplification naïve. Ça ne marchera jamais. Un froid a parcouru la salle. Critiquer aussi ouvertement un directeur devant ses équipes était une déclaration de guerre. Coralie n'a pas scié. Elle n'a montré aucune émotion. Elle a simplement hoché la tête, comme si elle s'attendait à cette attaque. Merci pour votre feedback, Bastien, a-t-elle dit calmement. Peut-être qu'une démonstration serait plus parlante. Elle s'est tournée vers l'écran géant. D'un clic, elle a affiché un tableau de bord complexe, rempli de graphiques et de données. Nous avons passé les 2 dernières semaines à modéliser l'intégration selon 2 scénarios. Le premier, c'est votre approche, celle qui préserve l'architecture existante d'Innovatech. Elle a montré des simulations. Des graphiques montrant une augmentation exponentielle de ce que l'on appelle la dette technique. Votre méthode fonctionnerait pendant environ 6 mois, a-t-elle expliqué. Ensuite, le système deviendrait si instable et si coûteux à maintenir que toute innovation serait paralysée. En 18 mois, il s'effondrerait sur lui-même. Puis, elle a cliqué à nouveau. Voici notre approche.
Les graphiques étaient complètement différents. Une courbe d'investissement initial plus élevée, suivie d'une stabilisation et d'une performance en constante amélioration. C'est plus difficile au début, a-t-elle concédé. Mais c'est une fondation saine. Elle a éteint l'écran et a regardé Bastien droit dans les yeux. Sa voix était toujours calme, mais tranchante comme une lame. Notre travail n'est pas de préserver le passé, Bastien. C'est de construire un avenir qui fonctionne. Le silence qui a suivi était total. Bastien a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois de sa vie, son génie technique venait d'être publiquement et imparablement mis en échec. Pas par une opinion, mais par des faits, des données, une logique implacable. Il n'avait rien à répondre. Il s'est enfoncé dans sa chaise, le visage défait. Ce n'était pas une humiliation. C'était une leçon. Une leçon douloureuse mais absolument nécessaire. La question qui flottait dans l'air était de savoir s'il allait l'apprendre. L'incident avec Coralie a été le choc électrique dont Bastien avait besoin. Quelque chose s'est brisé en lui ce jour-là, la coquille de son arrogance. Il n'est pas devenu un autre homme du jour au lendemain, mais un lent changement s'est opéré. Il a commencé par se taire davantage en réunion. Puis, il a commencé à poser des questions. De vraies questions, pas des défis déguisés. Des questions qui montraient qu'il essayait de comprendre une autre perspective que la sienne. Coralie, avec une intelligence managériale remarquable, ne l'a jamais accablé. Au contraire, elle a commencé à le solliciter sur des problèmes techniques pointus, reconnaissant son expertise indéniable tout en l'intégrant dans sa propre vision stratégique. Lentement, Bastien a commencé à collaborer. Le véritable tournant a eu lieu 3 mois plus tard. Nous étions confrontés à un problème majeur pour un client allemand, un casse-tête d'intégration que personne ne semblait pouvoir résoudre. Nos équipes patinaient. J'ai organisé une session de crise. Bastien était là, ainsi que Manon et nos meilleurs architectes. Pendant 1 heure, nous avons tourné en rond. Puis, j'ai commencé à dessiner le problème sur le tableau blanc, non pas d'un point de vue technique, mais du point de vue de l'utilisateur final. Oubliez le code pendant 1 minute, ai-je dit. Qu'est-ce que l'employé de l'entrepôt à Hambourg essaie de faire? Quel est son vrai problème? Cette simple question a semblé débloquer quelque chose. Bastien s'est levé, s'est approché du tableau. Si c'est ça le problème, a-t-il commencé, hésitant, alors on pourrait peut-être inverser le flux de données. Il a pris un feutre et a commencé à dessiner une architecture incroyablement complexe, mais brillante. Manon a rebondi sur son idée, y ajoutant une couche de simplification. J'ai apporté la perspective du déploiement. En 30 minutes, ensemble, nous avons conçu une solution que personne n'aurait pu trouver seul. À la fin de la réunion, alors que tout le monde partait, Bastien est resté. On forme une bonne équipe, a-t-il dit, presque à contre-cœur. On l'a toujours été, ai-je répondu doucement. On ne le savait juste pas. 1 an plus tard, jour pour jour, nous étions de retour à Villeurbanne pour le déjeuner de Pâques. L'atmosphère était méconnaissable. Bastien est arrivé avec Léa, détendu, souriant. Il a passé la moitié du repas à discuter avec mon père, non pas de la supériorité de son code, mais de la complexité de gérer des équipes humaines. Il a posé des questions à ma mère sur son jardin. Quand la conversation s'est tournée vers le travail, c'est devenu notre spectacle commun. Je parlais de la vision produit, et il expliquait comment, techniquement, nous la rendions possible. Nous terminions les phrases l'un de l'autre. C'était fluide, naturel, respectueux. Ma grand-mère nous observait, un petit sourire au coin des lèvres. Elle m'a fait un clin d'œil discret en me passant le plat de haricots. En regardant Bastien rire avec Manon et Coralie, qui étaient également invités cette année, j'ai eu une prise de conscience soudaine. Mon plus grand succès n'était pas d'avoir racheté son entreprise. Ce n'était même pas d'avoir bâti Synergie Vive. Mon plus grand succès, ma plus grande victoire, c'était de l'avoir retrouvé, lui. Mon frère. Après le repas, alors que la lumière dorée de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, j'ai trouvé un moment pour être seule avec ma grand-mère dans le jardin. Elle arrosait ses tulipes avec une tendresse infinie. « Comment savais-tu » lui ai-je demandé. « Ce jour-là, quand tu as investi, ce n'était qu'une idée. Rien ne garantissait que ça marcherait. » Elle a posé son arrosoir et s'est tournée vers moi.
Ses yeux, malgré leur âge, étaient d'une clarté incroyable. Je n'ai jamais douté de toi, Amandine, a-t-elle dit. Ton frère, il a toujours été un bâtisseur de tours. Des tours magnifiques, impressionnantes, qui montent très haut dans le ciel. Mais toi, ma chérie, tu as toujours été une bâtisseuse de ponts. Tu vois les liens entre les choses, entre les gens. Et je savais simplement que le monde avait plus besoin de ponts solides que de tours isolées. Ces mots simples ont mis en lumière toute l'histoire de ma vie. Plus tard, avant de partir, Bastien m'a attrapé par le bras sur le perron, au même endroit où avait eu lieu notre confrontation 1 an plus tôt. L'air était doux, parfumé par le lilas en fleurs. Il faut que je te dise quelque chose, a-t-il commencé, et pour la première fois, j'ai vu de la vulnérabilité dans le regard de mon frère. J'avais tort, Amandine. Surtout. Sur toi, sur ta vision, sur ce qu'est vraiment la technologie. J'étais tellement obsédée par la construction du moteur le plus puissant que je n'ai jamais pensé à demander où la voiture était censée aller. Tu m'as appris ça. Et toi, tu m'as appris comment construire un moteur qui ne tombe pas en panne, ai-je répondu avec un sourire. Nous nous sommes serrés dans les bras. Ce n'était pas une étreinte maladroite et formelle. C'était une étreinte sincère, celle de 2 personnes qui avaient traversé une guerre et avaient trouvé la paix de l'autre côté. Mon histoire est celle d'une réconciliation. Une histoire où les ponts ont finalement triomphé des tours. Mais je sais que pour beaucoup, les murs sont encore hauts. Combien de ponts restent à construire dans nos propres familles, dans nos propres vies? Si vous avez une histoire de rivalité surmontée, de pardon accordé, ou simplement un moment où vous avez réussi à faire voir votre valeur à ceux qui en doutaient, partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Vos mots pourraient être le premier matériau pour construire un nouveau pont pour quelqu'un d'autre qui se sent seul et incompris en ce moment même. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir mon travail, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul est le premier pas vers le changement. Merci infiniment de votre écoute.